Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu des nouvelles technologies. La 5G fait débat entre innovation naturelle de nos réseaux mobiles et puis sujet de polémique, notamment sur le plan politique, sans tomber dans des caricatures complotistes ou considérer la totalité des détracteurs pour des amis. On fait le point ensemble pour se forger notre propre opinion. TikTok aurait pu être banni ce week-end, manœuvre à la FCC, Instagram qui vous espionne peut-être et qui pourrait même disparaître d'Europe, allez savoir. Fortnite qui ne pourra plus sauver le monde sur Mac, c'est la seconde rubrique de cette émission. Et puis, après en avoir tant parlé, les précommandes de PlayStation 5 et de Xbox Series X et de Xbox Series S ont commencé. On parlera bien entendu de jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste et je retrouve celui qui est à la désinformation, ce que les vaccins sont au virus. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Oui, vaccin ou je sais pas, antibiotique à l'extrême limite. Oui, on va commencer par les vaccins déjà parce que ça prévient les virus et puis ça aide à l'immunité collective, donc c'est très important. On espère, on croise les doigts. En tout cas, Guillaume, bonne nouvelle parce que ces derniers temps, on perdait un petit peu de rythme sur les avis Apple Podcast. Je crois que l'appel a été entendu, en tout cas, il a été entendu par Benoît Dev qui a écrit, écoute, tiens-toi bien, un avis sur Apple Podcast US, même s'il est en français, son avis, il dit très bon. Et il décrit sympathique podcast sur la tech. Le duo fonctionne très bien. Merci beaucoup Benoît Dev pour ton petit commentaire. Et puis faites comme lui, allez déposer un avis sur Apple Podcast. En fait, ça compte énormément ces avis. Déjà, ça fait très plaisir d'avoir ces évaluations. Et puis le fait de pouvoir maintenir un podcast avec un très grand nombre d'avis, dont la moyenne est, tenez-vous bien, de 5 sur 5. Oui, c'est la moyenne, 5 sur 5. Ça fait très plaisir. Et donc continuez, on compte sur vous. Et puis si vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous pouvez même soutenir notre travail sur Patreon. Patreon.com/techcafé, c'est un site de financement participatif, mais au lieu de le faire pour un lancement d'un jeu ou d'un gadget, c'est un financement participatif récurrent. Donc vous pouvez contribuer pour chaque épisode avec une toute petite somme. Vous pouvez moduler votre participation. Merci en tout cas à plus de 200 soutiens qui contribuent financièrement au podcast. En rejoignant la page Patreon de Tech Café, vous me soutenez directement, vous soutenez Guillaume Poggiaspala et vous profitez d'un flux privé du podcast garanti pour toujours 100% sans pub. Peut-être que vous avez entendu des pubs là en pré-roll de l'émission. Vous pouvez vous en rafraîchir pour toujours en participant sur Patreon. Et puis vous bénéficiez aussi du chapitrage des émissions, d'infos exclusives. Merci en particulier à Thibaut qu'on voit revenir là. Il nous soutient à nouveau. Merci beaucoup merci beaucoup Thibaut pour ton soutien et d'être revenu dans ta participation. Sans autre forme de procès, Guillaume, on va parler de 5G, peut-être juste avant un micro-mot, mais très rapide, peut-être même que tu n'as rien à dire et qu'on va switcher cette micro-pré-rubrique. Est-ce que tu as une remarque sur l'Apple Event qui a été relayé dans le précédent épisode de Tech Café avec Léo Duff et Matt, toujours un épisode très sympa à passer en cette compagnie, et finalement très 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 peu de choses à souligner. Est-ce qu'il y avait un truc qui t'a marqué, que tu voulais éventuellement souligner ou pas du tout? En fait, pas vraiment. Je t'interroge au spécifique sur un truc. Est-ce que tu penses que la fonctionnalité, c'est un peu, je pense qu'on peut vite y voir la vision commerciale des choses, mais la configuration familiale démontre. Comment tu perçois ça, le fait qu'on puisse équiper un enfant, un ado ou une personne âgée, un senior d'Apple Watch sans qu'il ait besoin spécifiquement d'un smartphone à chaud comme ça? Bonne idée, mauvaise idée? Oui, mais ça va sauver des vies, oui, bien sûr. Bon, très bien. J'ai pas trop suivi, si j'ai vu passer évidemment les trucs Apple. Bon, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des trucs vraiment sensationnels. J'ai pas vu passer aussi que Apple One suscitait des réactions très diverses, on va dire, et en particulier de Spotify. Bon, écoute, voilà, je pense que ça peut être le sujet d'une autre discussion, ce truc-là, mais en tout cas, au niveau matériel, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué, sauf évidemment les nouveaux A14 en 5 nanomètres, qui apparemment sont assez puissants. Alors c'est vrai qu'à l'époque où vous en avez parlé, je crois pas qu'il y avait de benchmark. Là, apparemment, il y a des leaks. Alors c'est des leaks, donc ça veut dire qu'on n'en sait rien vraiment, mais ils ont l'air très efficaces, en particulier au niveau du GPU. Donc il n'est pas impossible que le 14 mette la barre on sait très bien que à chaque fois Apple met la barre plus haut et que c'est un petit peu le maître étalon en matière de processeur ARM de haute performance. Donc là apparemment ça se démentira pas.
Bon, on fera peut-être un focus sur la 14 en 5 nanomètres. Prochainement, on va savoir peut-être une chronique des composants. En tout cas, on va passer au gros de notre sujet de cet épisode parce que effectivement, ça a été un retour dans l'actualité récente. Pas que l'actu tech, évidemment, il y a un angle tech, mais je crois que ça soulève des débats dans le fond politique, même si encore une fois, il y a une composante tech, hein, mais ça soulève beaucoup de débats sur plein d'aspects de la société. On va faire le point sur la 5G, Guillaume. Oui, le point 5G, la 5G, elle est beaucoup dans l'actu en ce moment, et pas toujours pour de bonnes raisons, hein, malheureusement. Alors c'est normal, hein, parce que le déploiement donc, de réseaux mobiles dits de 5e génération a commencé un petit peu partout dans le monde, en fait. Aux États-Unis, en Corée, au Canada, en Arabie Saoudite, en Allemagne, et d'ailleurs, tout dernièrement, hein, Margrethe Vestager, donc de la Commission européenne, a exhorté les pays de l'Union à se bouger le cul, parce que à peine un quart des fréquences avait été attribué dans l'Union jusqu'ici. Et on était bien parti pour être en retard par rapport aux Américains, aux Asiatiques en particulier. Donc bon. Et de fait, bon, entre délire Covid, on veut pas trop revenir dessus, débat sanitaire et écologique, le tout est recouvert quand même d'une bonne grosse couche de politique. Hein. On se souvient du moratoire 5G balayé comme ça d'un revers de main par Macron. La 5G, c'est vrai que ça semble diviser énormément, plus que la 4G en fait. Et c'est un petit peu étrange, et parce que techniquement, c'est quand même très analogue, hein, le fait de diviser les groupes de standards comme ça en générations, des générations distinctes, hein, ça donne l'impression que le passage de la 5G va être une sorte de tournant qui va tout changer du jour au lendemain. Donc t'as raison, j'ai pas l'impression qu'on ait eu des souvenirs d'événements similaires, de réactions similaires pour la 4G, mais peut-être que je me trompe. Ouais, voilà, c'était il y a 10 ans, donc peut-être effectivement que notre mémoire fait défaut. 10 ans mais... juste, c'est il y a déjà 10 ans, incroyable. Et oui, bon, c'est... mais effectivement, ce passage donc à la 5G, comme les premiers usagers d'ailleurs s'en rendent compte, c'est pas du tout quelque chose de complètement révolutionnaire, transformatif, day one, quoi. Hein, c'est une évolution. Ça s'inscrit dans les myriades d'évolutions qui ont été successivement recouvertes par les chapeaux de G, 3G, mais en fait, la 4G, par exemple, on dit la 4G, mais en fait, des 4G, il y en a 3. Des 3G, il y en a que 4. En réalité, il y a eu 4 générations. Donc un petit peu comme avec les processeurs, finalement, on dit qu'ils sont 7 nanomètres, 10 nanomètres, etc. Mais en fait, c'est des termes commerciaux, ça. D'ailleurs, j'avais expliqué probablement dans le CDC, mais c'est à peu près la même chose pour 4G, 5G, en fait. Ce sont des termes commerciaux qui recouvrent des réalités qui, en fait, changent en permanence, puisque le 3GPP, donc c'est le Third Generation Partnership Project, met à jour ces normes-là tous les 12 à 18 mois. Donc, par exemple, hein, on se souvient, peut-être vous en souvenez vous-même, d'ailleurs, la 3G débutait avec l'UMTS, puis ensuite, il y a eu le HSPA, c'était la 3,5G, puis le HSPA+, c'était la 3,75G, parfois on disait, je rigole pas, hein. Et il y a certains téléphones qui mentionnaient, d'ailleurs, si on avait du HSPA+, du MTS, etc. Et enfin, ça finit avec le Dual Carrier HSPA. Soyons conscients, enfin soyons honnêtes, ces différentes variations de la 3G, les technophiles avertis mesuraient des différences. Le grand public, on va être très clair, il voyait pas des bouleversements d'usage à chaque fois. Pas des bouleversements d'usage, mais il y a quand même une vraie différence de débit entre un débit UMTS et un débit DCHSPA. Il y a quand même une vraie bonne différence, quoi, tu vois. Et la LTE, donc c'est-à-dire les premiers standards 4G, donc par rapport à LTE Advanced, qui est aussi parfois appelé 4G+, mais qu'on appelle parfois 4,9G, enfin, c'est très compliqué. En fait, finalement, tout ça, c'est juste une évolution et une amélioration, si tu veux, de l'ensemble de technologies radio et réseau hein, qui se poursuit. Donc, en fait, j'ai pas l'impression qu'on ne soit vraiment rentré dans les détails jamais dans le Tech Café de ce qu'est vraiment la 5G. On a beaucoup parlé, comme ça, un petit peu à chaque fois, mais t'as jamais vraiment fait une sorte de dossier, quoi, voilà, sur, en fait, c'est quoi la 5G et qu'est-ce que ça recouvre. Alors bon, finalement... Il était grand temps qu'on s'y mette. Voilà, est-ce qu'on va pas s'y mettre un petit peu? Et quoi de mieux pour analyser la 5G que de regarder en détail ce que c'est que la 1G? Bon, ah oui, là, revenons à la base, oui. Et là, vous vous dites que ça va être long, hein. Bon, effectivement, ça va être long. mais je vais faire de mon mieux. Mais bon, c'est vrai que pour savoir comment ça marche tout ce merdier, il faut quand même revenir aux bases. Et à la base, le but, c'est de transmettre un truc par des ondes radio. Bon, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques. Et les ondes électromagnétiques, en fait, c'est des champs électriques et magnétiques qui oscillent. Bon, alors comment tu fais? Bon, suppose que je veuille transmettre ma voix. C'est des trucs qu'on fait souvent sans transmettre nos voix. Oui. Est-ce que je vais convertir simplement les oscillations acoustiques que je fais dans le micro, là, en radio, et hop? Ben non, ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que les ondes électromagnétiques, elles vont trop vite. La voix humaine, c'est des fréquences qui sont de l'ordre de kilohertz, quoi. C'est l'ordre de grandeur, c'est le kilohertz. Donc en fait, ça oscille typiquement 1000 fois par seconde. Mais les ondes électromagnétiques, vous le savez sans doute, elles se baladent à 300 000 km par seconde. Donc la longueur d'onde,
c'est la longueur d'onde qu'on a d'un truc qui oscille à 1 kHz, c'est donc la longueur d'onde, c'est entre le début et la fin de l'oscillation, hein, c'est 300 km du coup. Bon, 300 km, ok, bon, on a une longueur de 300 km. Est-ce que c'est un problème? Ben oui, parce qu'en face, pour récupérer ta douce voix, il faut une antenne. Et une antenne, c'est pas bien compliqué, hein, c'est un bout de métal conducteur. Donc ça porte une fourchette, hein, n'importe quoi, avec des électrons donc qui se baladent dedans et qui vont sentir l'onde passer. Donc pour qu'elle sente l'onde passer, il faut que les électrons oscillent en fait dans le conducteur pour créer un courant. Donc les électrons qui oscillent, ça va créer un courant qu'on va mesurer. On va le mesurer, on va l'amplifier, etc. Alors, pour faire bouger les électrons, il faut qu'ils sentent une vergence dans la force, tu vois, les électrons. Une quoi? Une vergence dans la force. C'est beau. Exactement, s'il faut une différence de champ électrique à un bout de l'antenne par rapport à l'autre bout. Oui. Bah, sinon, pourquoi tu veux qu'il bouge, de toute façon? Mais si ton antenne, disons que c'est une antenne qui fait 1 mètre de long, et que ton onde, elle fait 300 km, bah, tu vas avoir 1/300 millième de l'onde dans ton antenne à chaque instant. Et si tu prends une sinusoïde et que tu la zoomes 300 000 fois, tu vas voir quoi? Ben, tu vois que dalle, tu vois du plat. Donc alors, on fait quoi? Ben, au lieu d'envoyer le message direct, on le fait porter, ce message, par une onde qui a une fréquence beaucoup plus haute que la fréquence du message. En plus, du coup, ben, on peut envoyer plusieurs messages. Il suffit d'utiliser plusieurs ondes qui portent le message, donc en fait, on appelle ça plusieurs ondes porteuses. Une onde porteuse, c'est une onde simple, sinusoïdale, hein, voilà, qui vibre à une fréquence précise, qui vibre typiquement à des dizaines ou des centaines de mégahertz, et qu'on va moduler avec le message. Bon, c'est une sinusoïde, donc on peut pas moduler des masses de trucs, hein, on peut moduler sa fréquence, son amplitude ou sa phase. Et on peut moduler plusieurs trucs à la fois d'ailleurs. Et bon, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait? On démodule. Alors comment on démodule? Ben, en général, on fait un petit peu de trigonométrie et on filtre pour éliminer les hautes fréquences. C'est-à-dire qu'en faisant un petit peu de trigo, on isole le message et on a une composante de très haute fréquence qu'on peut virer avec un filtre passe-bas. Et ce qui nous reste, en fait, c'est le message d'origine. Souvent, le message d'origine est quand même un peu cabossé, il est un peu atténué par le voyage, mais bon, ça marche. Et à la grande époque légendaire, hein, les années héroïques, c'est les années 90, souvenez-vous, vous écoutiez la radio FM en analogique. Ah, ça ne nous rajeunit pas. La musique, elle était mise sur la porteuse en modulant sa fréquence. Et donc, tu prenais l'onde sonore, l'amplitude de l'onde sonore, tu la traduisais en changement de fréquence et tu changeais la fréquence à la volée comme ça de la porteuse. Mais bon, ça, donc, t'envoyais l'onde sonore, hein, la musique, mais rien ne t'empêche de transmettre un message numérique. Hein. Il suffit de convenir que le signal, je sais pas, tu prends le signal pleine bourre, c'est 1, le signal tout faible, c'est 0, ça y est, t'as un canal numérique. Hein. Bon, tu peux me faire mieux, hein, évidemment, on fait mieux, on convient de plusieurs niveaux de signal, et donc évidemment, on a d'autant plus de débit. Mais évidemment, il faut des composants d'autant plus sensibles que tu as plusieurs niveaux de signaux qu'il faut évidemment être sûr que c'est les bons, quoi. Ouais, évidemment, il faut aussi des codes correcteurs d'erreur, il faut prendre en compte le fait que une onde, ça voyage vite, mais ça se fatigue avec la distance. Ah oui, une onde, elle se fatigue, la pauvre. Donc il faut multiplier les antennes et les stations relais, et en fait, il y en a des dizaines de milliers en France, hein, pour la 4G déjà. Donc ça, c'est le principe en fait. Hein. Tu envoies des symboles par radio sur des porteuses dans des gammes de fréquences précises. Bon, jusque-là, tout va bien. Oui, ça va. Jusque-là, c'est clair. Bon, ça va. Et donc, ça, en gros, c'est la 2G, hein, puisque c'est en 2G qu'on a commencé à envoyer des messages numériques, en fait, sur les réseaux mobiles. Parce que la 1G, c'était que la voix. Et la 2G a commencé, avec le GPRS, on a commencé à envoyer des messages donc numériques et par paquet. Et bon, en fait, le passage de la 2G à la 4G... Les SMS? Est-ce que les SMS sont arrivés dans cette génération-là ou... Oui, dans la 2G. Oui, dans la 2G, on est d'accord. Dans la 2G, on est dans la 2G, et après, avec le GPRS, c'était carrément Internet, quoi, mais modem bas débit, si tu veux. Donc c'était déjà ce genre de système. Le WAP de Bouygues Télécom. Ah bah écoute, de toute façon, tout ce que tu peux imaginer, le WAP, puis après Edge, puis après, donc il y avait GPRS, après il y a eu Edge, après il y a eu, je sais plus d'ailleurs exactement, enfin bon. Bref, pour passer de la 2G à la 4G, qu'est-ce que tu fais en réalité? Il y a une multitude de techniques, en fait, ils recouvrent donc tous ces trucs-là, et en fait, il y a une multitude de manières pour améliorer tout ce système. Alors déjà, tu peux améliorer ta technique de modulation. Donc on utilise du CAM, c'est-à-dire du Quadrature Amplitude Modulation, donc de la modulation par donc c'est modulation d'amplitude en quadrature. Alors en quadrature, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux signaux que tu codes à la fois.
sur la porteuse et sur la porteuse déphasée en quadrature, comme on appelle ça, c'est-à-dire à 90 degrés en gros. Et bon, pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, tu peux envoyer 2 signaux sur pratiquement la même porteuse. C'est la porteuse d'accord, t'optimises à fond, quoi. Et elle est même clonée, quoi. Du coup, le CAM, c'est très très pratique et tu peux augmenter le nombre de symboles, comme on disait, hein, donc en code jusqu'à 256 états maintenant, symboles, hein, pas différents par unité de temps aujourd'hui. Et ça nécessite toujours tout ça des composants qui sont plus rapides, plus sensibles, etc. Tu vois, donc par exemple, la 5G va utiliser jusqu'à du 256 CAM selon les conditions. Parce que quand les conditions sont un peu pourries, t'arrives pas à distinguer tous les symboles, donc il faut passer à du 64 CAM ou à du 16 CAM, etc., etc. Donc ça, c'est le genre de technique qui permet d'augmenter le débit sur une seule porteuse. Et après, ce que tu peux faire, c'est envoyer plein de porteuses. Puisque chacune est un canal indépendant, hein, donc tu augmentes d'autant le débit, mais il faut pouvoir moduler et démoduler en temps réel des milliers de porteuses. En gros, t'optimises les tuyaux et en plus tu multiplies les tuyaux, quoi, pour faire ça. Voilà, exactement. Tu multiplies les canaux. Alors, des milliers de porteuses, c'est à l'échelle de la station. C'est pas à l'échelle d'un seul appareil, mais c'est à l'échelle d'une station. Ça peut être potentiellement des centaines ou des milliers de porteuses à la fois. Donc, c'est quand même un défi technologique de pouvoir moduler tout ça. Donc, il faut des composants qui sont d'autant plus rapides, qui sont d'autant plus modernes, hein, tout simplement. Tu peux pas faire ça. Il y a 20 ans, tu pouvais pas faire ça, évidemment. Donc, il y a 10 ans, tu pouvais faire mieux. Donc, on a fait la 4G. Bon, ben là, on peut en faire encore mieux, etc., etc. De même, on peut aussi parler simultanément avec plusieurs émetteurs-récepteurs à la fois. Donc ça, c'est le principe du MIMO, c'est multiple in, multiple out. Et donc ça c'est quand même très bien, mais du coup, il faut rajouter des antennes, il faut multiplier les capacités des appareils encore, puisqu'il faut parler à la fois à plusieurs trucs. Et donc, la 5G, ça pourrait être MIMO 8 par 8. Mais 8 par 8, ça veut dire c'est 8 input, 8 output simultanément. Okay. Et bon, après, évidemment, tu peux aussi améliorer ce qui n'a rien à voir avec la radio, hein, c'est-à-dire les interconnexions entre les stations, donc les stations radio qui créent les cellules, et le cœur de réseau de l'opérateur, ensuite aussi les interconnexions entre le cœur de réseau de l'opérateur et le vrai Internet, si tu veux, les routeurs du vrai Internet, puisqu'à un moment donné, ton message, il va partir sur le vrai Internet, évidemment. Quand tu vas voir Google, c'est Google, c'est le serveur Google que tu as sur le PC. Donc, évidemment, tout ça, c'est toute une chaîne de trucs dont chaque maillon doit être amélioré pour que l'ensemble aille plus vite. Si t'en améliores qu'un, ça suffit pas, évidemment, bien sûr. Ah de toute façon, c'est sûr que si t'améliores que le backbone et pas les stations, que les stations et pas les cœurs de réseau, après, il faut que tout, si tu veux, évolue ensemble. Donc c'est toute une cascade, comme ça, toute une chaîne d'appareillages, quoi, qui sont de matériel, qui sont chers, qui sont complexes, qu'il faut mettre au point, etc., etc. C'est un point important que tu dis parce que tu es en train de souligner le fait que tout doit évoluer ensemble. Je vais essayer d'affiner peut-être un peu l'idée pour être sûr de bien comprendre, mais il peut y avoir des éléments de l'infrastructure, au hasard par exemple tout ce qui s'interface avec Internet, qui sont hyper surdimensionnés en prévision de générations futures, de nouvelles générations d'antennes et de réseaux qui vont capter les ondes et parce que ces éléments-là, ils sont peut-être en surcapacité aujourd'hui, mais ils vont peut-être accepter des prochaines générations demain. Oui, bien sûr. Par exemple, il y a probablement des interconnexions qui sont passées il y a longtemps du cuivre à la fibre. Et la fibre, ça peut encaisser probablement une génération de plus, tu vois, pareil, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Mais bon, quand tu fais tout ça, donc quand tu fais tout ce que je viens de dire, là, tes porteuses, tes symboles, bon, tu fais évoluer ton réseau radio, mais il y a quand même des limites physiques à un moment donné, de la physique, de la vie, quoi. Parce que bon, d'abord, une porteuse, ça peut être saturé. Donc il faut, pour que le message soit récupérable, il faut qu'il soit récupérable le message que tu envoies par la porteuse. Et j'ai dit qu'il ne doit pas avoir une fréquence trop élevée par rapport à celle de la porteuse, le message. Donc ça limite le débit maximal de la porteuse. Une porteuse d'une certaine fréquence, tu peux pas t'en rapprocher trop de la fréquence de la porteuse. Donc bon, tu peux multiplier les sous-porteuses. C'est bien de multiplier les sous-porteuses, hein, ça marche bien. Mais elles ne doivent pas se marcher dessus. Les trucs qui portent, je veux dire, ça se marche dessus. Après, voilà, c'est normal, les porteurs, ils se bousculent, il y a tout qui tombe, ça va pas. Bon. Donc il faut pas que les porteuses se marchent les unes sur les autres, et il faut pas non plus, donc en fait, tu dois les espacer. En tout cas, tu dois les ranger, si tu veux, pour qu'elles se marchent pas dessus, mais il faut pas non plus déborder de la bande de fréquence réglementaire. Oui, ok. Si tu les espaces trop et que tu prends trop tes aises, après, tu débordes de la portion de spectre électromagnétique que tu vas utiliser. Et en réalité, ça, c'est très réglementé. Il n'est pas question de déborder sur tes petits camarades qui font tes trucs, quoi. Si c'est l'armée, tes petits camarades, il vaut mieux pas déborder sur la bande. Il faut pas marcher sur les plates-bandes de ces petits camarades. Et donc, bon, régulièrement, du coup, quand les réseaux deviennent saturés, on attribue à la téléphonie de nouvelles bandes de fréquences. Donc souvent, c'est des bandes qui servent pas ou qui servent plus, ou qu'on réattribue à d'autres trucs. Bon, voilà. Alors, la 4G, elle utilise
des bandes qui sont autour. Donc, parce que quand je donne les fréquences, en fait, c'est des morceaux, c'est des bandes autour de ces fréquences-là. Donc, c'est autour de 700 MHz, 800, 1800, 2100 et 2600 MHz. Donc, autour de ces trucs-là, on a des bandes de fréquences de large variable, enfin, de large variable selon la génération, ou dans lesquelles tu peux émettre tes porteuses. Bon. Alors, la 5G, elle utilise aussi plusieurs bandes, mais l'écart entre les bandes, il est très marqué. Ce qui signifie qu'en fait, elles n'ont pas du tout le même usage. Donc la 5G, en fait, il y en a 3. Il y a 3 5G qui est divisée en 3 bandes, la bande de basse fréquence, moyenne fréquence et haute fréquence. Alors les basses fréquences, c'est autour de 6 à 900 MHz. Donc c'est des fréquences en fait qui sont proches de celles qui sont utilisées pour la télévision numérique terrestre. La TNT, hein, donc il y a des fréquences qui seront réattribuées, etc. Donc ça, c'est les bandes basses. Et après, tu as les fréquences moyennes, qui sont entre 1,5 et 3,8 GHz. C'est des fréquences qui sont largement utilisées, en fait. Elles sont utilisées par la 4G, déjà, en partie, puis par le Wi-Fi aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça me faisait penser aux fréquences du Wi-Fi, ouais. Exactement. Le Wi-Fi empiète sur ces bandes déjà. Donc, c'est des fréquences qui sont déjà dans le domaine de ce qu'on appelle les micro-ondes. Et après, il y a les hautes fréquences. Alors, les hautes fréquences, c'est autour de 26 GHz, et éventuellement au-delà. Qui sont donc actuellement utilisés par les satellites, par l'armée, par les réseaux radio internes aux opérateurs aussi. Les opérateurs téléphones peuvent discuter entre stations, enfin entre gros centres par ce genre de trucs. Et c'est ces ondes-là qu'on appelle millimétriques. Quand on parle d'ondes millimétriques, ce sont ces ondes-là de très haute fréquence. Alors, pourquoi il y en a 3 ? Alors, disons que chacune a leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, les basses fréquences, elles sont robustes et elles portent très loin. Donc elles peuvent servir à connecter facilement des zones rurales, des zones isolées. Elles traversent plus facilement les obstacles et elles vont loin, c'est ça ? C'est ça, exactement. Elles sont plus difficiles à arrêter, donc les endroits isolés, tu peux les connecter à pas trop cher. Alors, les débits sont pas spectaculaires. Bon, c'est quand même quelques mégabits par seconde ou dizaines de mégabits par seconde, hein. C'est déjà mieux que rien, et c'est aussi beaucoup mieux qu'un ADSL tout moisi, par exemple. Beaucoup de zones en campagne ont encore, hein, tout simplement. Effectivement. Donc les fréquences, c'est des fréquences basses. Après, tu as les fréquences moyennes qui portent beaucoup moins loin, mais bon, qui portent quand même qui portent quand même raisonnablement loin, mais qui ont un débit qui est bien meilleur. Et elles peuvent servir à désengorger, à désengorger la 4G, c'est-à-dire elles peuvent avantageusement remplacer le gros de l'usage 4G. Et qui traversent peut-être moins bien les obstacles aussi. Oui, elles portent moins loin, elles traversent un peu moins bien les obstacles, mais ça reste correct, c'est comparable à ce qu'on a en 4G, et en fait, c'est aussi fait pour le désengorger le réseau, puisque si on ne fait rien, le réseau 4G pourrait être saturé dès 2022. Hein. Parce que bon, moi, je veux bien qu'on parle de frugalité et tout ça, d'accord. Hein, mais bon, c'est un point qui arrive vite dans le débat, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que si on ne fait pas évoluer les infrastructures, enfin tu vas y revenir après, mais si on ne fait pas évoluer les infrastructures, tôt ou tard ça va saturer, quoi. Écoute, c'est simple, frugalité, je suis d'accord, mais il faudrait aussi il faut arrêter de regarder YouTube et Netflix sur mobile, hein, parce que là, le trafic 4G... Frugalité dans les usages aussi. C'est une augmentation de 30% par an. Le trafic 4G, donc à un moment, ça va coincer, quoi. Donc voilà. Alors après, les dernières ondes que j'ai mentionnées, c'est les ondes millimétriques, qui offrent un débit théorique énorme, parce que justement elles sont de très haute fréquence, donc on peut les charger beaucoup plus, et elles ont des latences très faibles, mais elles sont extrêmement compliquées à mettre en place, en fait. Hein. Ce sont des ondes qui sont à très courte portée, enfin à courte portée. Quel ordre de distance en gros, enfin je sais pas. Quelques dizaines de mètres. Des dizaines de mètres, ça laisse rêveur. C'est des pâtés de maison, quoi. Oui, c'est vraiment très peu. C'est vraiment des dizaines de mètres. Ouais. Et en plus, elles sont arrêtées par n'importe quoi. Elles sont très facilement arrêtées. En fait, elles sont même arrêtées par le verre de certaines fenêtres. Dans ta voiture, tu captes plus, sauf si t'es en décapotable. C'est ça, c'est à peu près l'idée. Alors pas tous les verres, mais disons un verre suffisamment épais ou je sais pas un double vitrage ou triple vitrage peut les arrêter. Les murs peuvent les arrêter, enfin c'est leur merde, quoi. C'est vraiment difficile à mettre en place. Du coup, la 5G millimétrique, hein, elle va mettre beaucoup de temps à se mettre en place et elle restera très longtemps, je pense, très urbaine et localisée aux des zones très denses, tu vois. Alors de toute façon, comme la 4G et la 3G en leur temps, hein, la 5G, elle va mettre des années à se mettre en place et à monter en puissance, et puis il y aura beaucoup de disparités. Déjà dans le monde, hein, on le voit immédiatement, enfin on le voit tout de suite, puisque la 5G, là où elle est implantée, elle est entre 1,4 et 14 fois plus rapide que la 4G en moyenne. Alors, ce qui est une amplitude importante, parce que 14 fois c'est beaucoup, 1,4 fois c'est moins, quoi. Enfin, exactement, mieux, il y a quand même une disparité de 10 fois entre le meilleur pays et le pire. Et le pire pays, c'est les Pays-Bas, avec 1,4 fois. Le meilleur pays, c'est l'Arabie Saoudite, avec 14,3.
Et entre ces deux-là, on a le Canada à 3 fois, l'Angleterre ou la Corée du Sud, par exemple, qui sont à 5 fois. Alors, qu'est-ce qui explique de telles disparités, alors ? De telles disparités, écoute, ça dépend de l'implantation. En fait, ça dépend de si la 4G elle est bien implantée, ça dépend s'il y a suffisamment de relais, ça dépend quel 4G, c'est-à-dire s'il y a principalement de la 4G en basse fréquence, c'est tout à fait normal que les débits soient pas incroyables. Ça dépend de pas mal de trucs. Hein. Okay. Alors, et puis après, ça dépend de la qualité de l'implémentation aussi, parce que tout ça, c'était parce qu'après, tous les débits qui sont très très hauts, en théorie, sur du millimétrique, par exemple, ça va dépendre aussi de la qualité de l'implémentation globale du truc. Et puis ça reflète pas forcément celui qui obtient un excellent débit. Si j'en suis le raisonnement que j'ai commencé à schématiser dans mon esprit, il a un super débit, mais il capte pas forcément toujours bien ce super débit. Et peut-être que dans plein de conditions, Absolument. il est embêté pour l'avoir. D'ailleurs, c'est même un problème parce que comme la 5G est pas déployée de manière très très large, c'est très souvent que tu repasses en 4G. Ouais. Et en fait, les téléphones où le 5G est activé, il arrive souvent qu'ils se baladent entre 4G et 5G. Ils switchent en permanence, ce qui peut occasionner des coupures en fait, des problèmes, voilà, de faire une sorte. Est-ce que ça peut vider la batterie, ce genre de changement selon les processeurs qui sont exploités? Pas forcément vider la batterie, parce que non, pas forcément vider la batterie, mais ça peut générer des micro-inconforts, ce genre de trucs qui peuvent être remarqués par les usagers, quoi. Et bon, c'est vrai que tout ça, par rapport à la révolution de la fibre dans la poche qui a hypé comme ça depuis très longtemps, c'est quand même moins spectaculaire. Ça explique d'ailleurs que beaucoup d'usagers ils disaient être un petit peu déçus ou pas trop sentir la différence. C'est normal, parce que quand ça va vite en 4G, par exemple, et que ça va 3 fois plus vite en 5G, en fait, ça change pas grand-chose. En réalité, la 5G, c'est une évolution de la 4G, et tu bascules pas du jour au lendemain dans un film de science-fiction, quoi. Est-ce que tu peux rappeler, est-ce que tu l'as en tête, le rapport, la différence, l'équivalent de différence entre un bon débit de 3G et un bon débit de 4G? Parce que ce rapport de 1,4 à 14 dans les 4G à 5G, là, que tu as décrit, est hyper intéressant, parlons. Mais je n'ai absolument aucun souvenir, ni de point de repère pour les différences entre 3G et 4G, tu vois. La 3G, typiquement, c'était des centaines de kilooctets par seconde. La 4G, c'est des centaines c'est quelques mégaoctets par seconde, ou dizaines de mégaoctets par seconde. On est à la 5G, 10, la 5G, c'est typiquement, ils disent, c'est entre, disons, 50 et plusieurs centaines de mégabits par seconde. Après, ça dépend beaucoup des trucs, mais à chaque fois, tu peux compter, disons, allez, typiquement, entre les premiers temps de la 3G et la meilleure 4G qu'on ait, c'est quand même un facteur peut-être 100 qu'on a déjà. Ouais, donc la différence n'a rien à voir en termes d'usage, ça t'ouvre des usages. Mais ça a mis plus de 10 ans, puisque là, je parle vraiment de l'UMTS à la 4G+, quoi. Donc vraiment un gros truc. Donc ça sera peut-être un petit peu pareil avec la 4G, je sais pas trop. Bon, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En 3G, on faisait plein de trucs d'ailleurs. Hein. Mais la 4G, petit à petit, elle a permis ce qu'aujourd'hui on considère comme la norme sur un téléphone portable. Oui, mais elle a quand même contribué très largement à cette révolution des usages mobiles dont on a tant parlé et dont les entreprises se sont tant emparées, à la fois dans leur stratégie, dans leurs usages. Ça a fait une vraie différence. Est-ce que cette différence va pouvoir être aussi importante avec les générations à venir? Ce qu'on peut en conclure, c'est probablement c'est possible. Pas, mais c'est possible. Okay. Si. En fait, je pense que c'est clair que la 5G va appeler de nouveaux usages au fur et à mesure. Voilà, des usages qu'on prévoit aujourd'hui, des usages auxquels on ne pense pas maintenant. Probablement pas en 2021 pour tout le monde, quoi. Ouais, non, alors là, par contre, bien sûr, non, parce que ça fait 10 ans qu'on est en 4G. La 5G, ça va être pareil, hein, ça va mettre du temps à se mettre en route, ça va mettre du temps à être adopté. Quand ça sera adopté, ça va forcément, ça sera très probablement, disons, faire évoluer aussi les usages, etc., etc. Il y aura d'autres trucs, peut-être d'autres machines qui se connecteront. Il y aura même probablement d'autres machines qui se connecteront que les mobiles. Il peut y avoir des capteurs, il peut y avoir des robots, il peut y avoir tout ce que tu veux. C'est c'est une nouvelle infrastructure. Enfin, c'est pas une nouvelle infrastructure, mais c'est une infrastructure qui, en évoluant, ouvre petit à petit de nouvelles possibilités, quoi. Après, évidemment, restent les questions sur les aspects écologiques et sanitaires. Alors, pour ces derniers, il faut bien garder à l'esprit qu'il n'y a pas de nouvelle fréquence en fait, qui est utilisée par la 5G. On baigne déjà dans des ondes 24 heures sur 24, parce qu'en plus de la 4G qu'on se prend dans la tête, il y a le Wi-Fi que tu te prends dans ta tête. Alors, le Wi-Fi, il utilise déjà des bandes de 5 et 6 GHz, hein, si c'est un modèle récent de routeur. La TNT, c'est vers les 500 MHz que tu te la prends. Le Bluetooth, il utilise la bande de 2,4 GHz. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'hésite pas à les mettre dans nos oreilles, hein, les émetteurs Bluetooth. Ça fait longtemps d'ailleurs. Ça fait quand même longtemps, et les ondes millimétriques, elles sont déjà utilisées. C'est juste qu'elles ne sont pas utilisées par le grand public. Il n'y a aucune étude qui permet pour l'instant de déterminer qu'il y a un danger, mais parfois, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup.
ça me dérangerait pas, hein, effectivement, que l'usage spécifique en faisceau directionnel des très hautes fréquences soit peut-être un peu plus étudié avant le déploiement massif. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait un danger, parce que justement, comme c'est des trucs qui sont à très faible portée, et qui sont très directionnels, ce sont des antennes directionnelles, on va utiliser des puissances très faibles. Donc ça m'étonnerait que ça pose souci. Cela dit, plus il y a de science, mieux c'est. Oui, on s'affranchira jamais de continuer à réfléchir et à étudier le sujet, ça c'est clair. Et après il reste la question écologique. Enfin, c'est conclure ce très long dossier. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, hein, pour être tout à fait honnête. Hein. Si on avait vraiment des préoccupations écologiques, on n'aurait jamais déployé la 4G. C'est établi que la 4G est beaucoup plus coûteuse en ressources qu'un banal réseau filaire. C'est 20 fois un réseau filaire. Bon, évidemment, c'est pas les mêmes services. Et on a choisi, une nouvelle infrastructure, en fait, une infrastructure filaire. Sans fil, pardon, une infrastructure sans fil. Et bon, évidemment, renouveler les installations, ça a toujours un coût, c'est sûr. Mais bon, finalement, c'est comme construire des autoroutes, c'est comme construire des aéroports et des centres commerciaux géants. Ok, évidemment, un aéroport, c'est peut-être un mauvais exemple étant donné les dernières controverses à propos des nouveaux aéroports. Mais bon, je sais pas, tu as vu la quantité de vêtements différents qui sont produits chaque saison, voire chaque semaine, hein. Le nombre de gadgets inutiles, rigolo, hein, mais bon, assez inutiles qui sont vendus. Enfin, je veux dire, j'ai vu dans un MA une calculatrice à 3 €. Comment un appareil électronique complet et fonctionnel peut être moins cher qu'un kilo de courgettes? Ah, c'est vrai quand tu réfléchis. Ça me tue, quoi. Bon, alors on s'offusque de l'empreinte environnementale de la 5G. C'est vrai qu'il faut que ce soit le plus économe possible, hein, qu'on fasse le mieux possible. Enfin, c'est genre une infrastructure stratégique, en vrai. C'est un service pour tous. C'est un service au niveau du pays, et même au-delà du pays. C'est quelque chose de vraiment stratégique. C'est central. Est-ce que c'est pas un peu prioritaire, si tu veux, face à la gabegie de production plus ou moins indispensable et qui s'étale un peu partout, tu vois, avec tous les secteurs hyper polluants qu'on a, c'est sur les télécoms qu'on tape. Ça me paraît être un étrange sens des priorités, quoi. Et effectivement, de comparer l'empreinte carbone que peuvent représenter d'autres sujets qui, pour le coup, sont peut-être bien moins coûteux. Alors bon, c'est des rapports, hein, à établir et on se risquera bien de prétendre avoir mené des études, mais quand on voit la masse d'avions qui circulent dans le monde pour des déplacements, quelle part de ces déplacements pourrait être remplacée par des communications radio ou pas de déplacement. Tu sais qu'avec le Covid, il y a des avions pour nulle part. Effectivement. En particulier en Asie, il y a un vrai boom, il y a un vrai succès des avions qui partent d'un aéroport et qui reviennent à ce même aéroport. C'est juste que tu fais un tour en avion, un tour qui peut durer 7 heures, pour voir du paysage et avoir l'expérience de prendre l'avion. Ça, si c'est pas cramer du carbone pour rien, c'est clair. Écoute, j'arrive à me demander si un des éléments de pédagogie qui pourrait être apporté sur le sujet, ce serait pas d'arrêter justement de parler de 4G, 5G. Et évidemment, il y en a besoin pour avoir des repères techniques, sans doute pour des éléments de normes qu'on maîtrise pas complètement à notre niveau. Mais quand on voit les disparités qu'il y a dans les différentes propositions de 4G, dans les évolutions qu'il y aura dans la 5G, et ce que ça implique pour le commun des mortels, j'arrive à me demander si c'est bien une bonne solution que de raisonner en G comme ça, qui te donne l'impression que tu sautes subitement un univers technique. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des évolutions techniques fondamentales, un cadre de travail, mais qui n'est pas une fin en soi et qui n'est qu'un point d'étape pour partir sur d'autres étapes successives, quoi. Écoute, très bien. En tout cas, on en vient à la conclusion, Guillaume, qu'il ne faudra pas pour nous acheter un téléphone 5G à tout prix dans les mois à venir. On pourra peut-être attendre un petit peu. On va passer à la rubrique suivante, qui vont être des coups de rappel, des échos sur des événements dont on a largement parlé. Donc, on va pas redétailler les éléments à chaque fois, on vous invite plutôt à aller écouter les précédents épisodes de Tech Café qui sont très complets sur tous ces sujets, on les a détaillés élément par élément, mais quand même, hein, on vient de passer un week-end critique qui devait être l'échéance pour pouvoir avoir TikTok aux États-Unis notamment, Guillaume. Ouais, bon... Ah, le soupir. Ouais, non, mais il faut bien me parler de ce grand n'importe quoi. Bien sûr. Je vais m'y coller, quoi. Mais bon, honnêtement, j'y comprends rien, en fait. Hein. Sur la partie technique, t'y comprends rien. Je pense que personne n'est 100% sûr de ce qui se passe. Donc, en résumé, TikTok, donc, appartient à ByteDance, une boîte chinoise qui avait racheté Musical.ly pour l'intégrer à sa propre appli. Voilà, c'est super populaire et Trump veut l'interdire aux États-Unis. Parce que chinois. Voilà. Chinois, méchant, tout ça. Raison affichée, méchant chinois.
Voilà. Bon, alors, à moins qu'il soit vendu à une boîte américaine, et au passage, il voulait d'ailleurs récupérer une partie du pognon. Bon, c'est pas vraiment légal comme pratique, mais bon, il s'en cogne. TikTok devait donc être viré avant le 15 septembre. Finalement, il aura dû dégager de l'App Store le 20 septembre, et puis là, c'est le 27. Mais demain, ce sera probablement autre chose. De toute façon, il y a eu un deal entre les bytes qui dansent et Oracle, mais aussi Walmart. Sequoia Capital, General Atlantic, SIG, je connais pas, EcoTube, bon, apparemment c'est des fonds d'investissement. Et bon, Trump a dit qu'il donnait sa bénédiction à l'accord, enfin je cite, il donne sa bénédiction en concept à l'accord, même s'il a rien dit de clair et officiel, donc en fait on sait pas. Mais c'est là que ça devient encore plus n'importe quoi, c'est que c'est pas un rachat du tout, en fait. Du tout. C'est 40% de ByteDance appartiennent déjà à des investisseurs occidentaux, du reste. Et donc TikTok va devenir TikTok Global, détenu par les investisseurs américains, mais qui va rester chez ByteDance, lesquels vont donc voir la part d'investisseurs chinois augmenter à 53%, ce qui leur donne le contrôle. Enfin, ça, c'est le deal selon Oracle. Mais en fait, c'est pas comme ça que les Chinois le voient. Puisque CNBC et The Wall Street Journal mentionnent ils mentionnent des traductions d'interviews qui indiquent que selon ByteDance, selon les Chinois, TikTok Global appartiendra complètement à ByteDance, qui va faire appel à un investisseur, un appel à des fonds, auquel va répondre Oracle et ses potes pour abaisser la part de ByteDance à 80%. Ce faisant, ByteDance garde le contrôle et ne transfère aucune technologie critique, l'obstacle dont on avait parlé d'ailleurs ici même, parce que la Chine ne voulait pas transférer les technologies intelligence artificielle, tout ça. Donc à moins qu'il y ait un gros truc lost in translation, le deal n'existe que dans la tête des Américains, ou bien alors je comprends absolument rien. D'autant que selon les interlocuteurs, tu lis que la Chine est d'accord avec le deal, ou au contraire qu'elle va s'y opposer, et que même aux États-Unis, il y a des sénateurs qui appellent à le bloquer. Bon, ça me fatigue la tête, et me demandez pas ce que va devenir WeChat, qui est un petit peu dans le même cas. Aucune idée. Aucune idée. Peut-être qu'on y verra plus clair dans 10 ans quand on passera peut-être à la 6G. En attendant, on va se pencher sur le cas de Huawei qui est toujours bien peiné par les décisions du gouvernement Trump aussi. Oui, toujours parce que chinois, c'est de plus en plus triste. Huawei est seul à l'écart, sous le crachin, assis près d'une poubelle, le regard vide, plongé dans les souvenirs de son bonheur enfui. Parce que même ses vieux amis ne lui adressent plus la parole, ses fournisseurs de composants chinois, qui sont intimidés quand même par les possibles sanctions américaines, lui tournent le dos. Après les Américains, TSMC, Samsung, Sony, Toshiba, bon, il n'y a plus que Sharp qui refuse pour le moment de prendre parti. Mais pour combien de temps encore? Donc voilà, avec tout ça, Kirin pour Huawei, c'est une marque de bière désormais. Cela dit, AMD fait les papiers pour travailler avec lui, et ça lui ferait un tout nouvel ami. Bon, ça remplace pas ceux qui lui ont tourné le dos, mais bon, il y aurait AMD et Intel aussi auraient eu des licences pour certains types de processeurs. Donc il y a peut-être un secteur d'activité qui va peut-être continuer à bouger chez Huawei, parce que c'est vrai que si tu comptes sur ses amis chinois, apparemment ces potos là, ils sont patriotes mais pas téméraires. On avait déjà relayé, Guillaume, le fait que Facebook nous espionnait à travers le micro de l'application sur notre smartphone. Patatras, voilà maintenant qu'Instagram, qui appartient aussi à Facebook, nous espionnerait au travers de la caméra. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est iOS 14 qui, avec son petit rond là comme ça, qui montre que la caméra est en usage, avait révélé a priori révélé qu'Instagram utilisait la caméra même quand toi tu le demandais pas et quand tu faisais juste que scroller l'appli. Et du coup, il y a une plainte qui a été déposée devant un tribunal de Californie. Il y a une plaignante qui s'appelle Brittany Conditi qui soutient que non, c'était pas un bug comme le dit Facebook, pas du tout. Ils ont vraiment espionné et donc ils les accusent d'espionnage, de contrevenir à sa vie privée. Alors le truc, c'est que bien entendu, c'était considéré comme un bug par Instagram, ça a été corrigé depuis. Alors, qu'est-ce qui a été corrigé ? Est-ce que c'est le bug ou est-ce que juste ils écoutent plus ? On ne sait pas, en fait, évidemment. Donc évidemment, on n'a pas la réponse définitive de ce truc-là, mais est-ce qu'Instagram donc vous observe en permanence, vous espionne en permanence quand vous utilisez l'appli ? Il en est de cette question, à mon avis, un petit peu comme cette idée que Facebook nous écoute tout le temps. C'est pas strictement impossible, mais c'est très très improbable parce que techniquement c'est extrêmement lourd et que c'est complètement inutile parce que je vois pas très bien ce que ferait Instagram, des millions et des millions de flux vidéo qu'il enregistrerait chez tous les possesseurs d'iPhone, parce qu'il faudrait qu'il les passe à la moulinette à la recherche de quoi ?
aucune idée, en fait. Je sais pas du tout. Donc je La couleur trouve de que cheveux. je trouve que c'est, si tu veux, vraiment aller chercher très très loin le truc, parce que je ne comprends pas quel serait l'intérêt pour Instagram de faire ça. Surtout un intérêt qui vaudrait le coût que ça représente, le coût technique et financier que ça représenterait. Donc je pense que c'est très peu probable que Instagram nous écoutait. Il est quand même beaucoup plus crédible que c'était juste un bug et puis voilà quoi. Ceux qui souhaiteraient creuser ce sujet peuvent écouter un épisode de Scepticisme scientifique où je suis allé partager ce point de vue sur cette info relative à Facebook qui nous écouterait sur l'application. Et effectivement, la conclusion la plus raisonnable qu'il faut avoir, c'est que rien ne permet, en tout cas, de l'affirmer à ce stade. Facebook et Instagram, juste pour en parler encore une minute, parce que Instagram profite d'un dispositif qui permet d'importer aux États-Unis les données des utilisateurs en Europe. Problème, l'Europe n'est plus d'accord avec cette exception et ne souhaite plus que Facebook puisse utiliser ce dispositif exceptionnel qui était installé, on va dire, de manière temporaire. Et donc pour le régulateur irlandais, ça ne garantit plus une protection suffisante des données de nous, utilisateurs européens. Problème, Facebook souligne qu'il est complètement impossible de faire autrement et que grosso modo, laisse sous-entendre qu'il faudra peut-être retirer Instagram. Ce serait la seule solution. Inutile de dire que la solution ne sera vraisemblablement pas celle-ci. On va terminer cette rubrique des follow-up des actualités autour du pouvoir de la tech avec forcément Epic Games et Fortnite puisqu'il y avait Save the World sur Mac, Guillaume. Oui, la mise à jour Fortnite de la semaine, Apple dit qu'en fait tout se pataquès autour de Fortnite, c'est parce que la popularité de Fortnite est en chute libre. Mais bon, Epic dit que c'est même pas vrai, et du coup Apple vire Fortnite Save the World sur du Mac App Store. C'était la version prémoderne du jeu, en fait, qui était bizarrement d'ailleurs encore utilisable par les joueurs paumés. Oui, paumés, parce que si vous êtes gamer sur Mac, c'est que vous êtes un petit peu paumé. Oh, quand même. C'est pas faux. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil, mais c'est pas faux. Plus sérieusement, après TikTok et aussi WeChat, c'est logiquement le papa de WeChat, Tencent, qui est dans le viseur du gouvernement américain. Parce que chinois. Donc Tencent a de grosses parts dans Riot Games. Riot Games, donc c'est Valorant, c'est League of Legends, c'est Epic, et alors c'est Epic, Tencent a quand même 40% d'Epic Games, donc c'est quand même beaucoup. Bon, cela dit, la holding Tencent a des parts dans plus de 300 entreprises, donc ils n'ont pas fini de s'amuser. C'est le prochain épisode de la série. On le suivra ensemble. Merci Guillaume. On a terminé cette rubrique de suivi d'actu autour du pouvoir de la tech. On passe aux jeux vidéo. Guillaume, je sais que ça tient à cœur, mais que ça tient au cœur aussi à nos auditeurs, qu'on puisse faire un petit point d'étape, parce que après avoir parlé des arrivées prochaines des consoles de prochaine génération, on est dans une période charnière où là, on peut même carrément les précommander, et ça arrive à des moments où y a d'autres infos particulièrement importantes dans le milieu des jeux vidéo. On va commencer, Guillaume, en parlant de Microsoft qui rachète plein de licences en fait, qui rachète un pouvoir de diffusion de jeux vidéo assez dingue. Ouais, je voulais mentionner que la Xbox allait avoir des cartouches de 1 Teraoctet de SSD faites par Seagate, voilà, et puis ironiser un petit peu sur les pauvres 512 Go de la série S. Bon, clairement, il y a plus important comme news de jeux vidéo de la semaine, c'est même un gros séisme d'ailleurs dans l'industrie, puisque Microsoft rachète ZeniMax Media, donc pour 7,5 milliards de dollars, c'est énorme, c'est 3 fois le rachat de Mojang. Qui ZeniMax Media ? Et parce que c'est un des plus gros éditeurs de jeux vidéo du monde, tout simplement. Il a des studios de classe mondiale et leur blockbuster passe chez Microsoft. Donc il y a quoi ? Il y a Bethesda, il y a id Software, il y a Arkane, il y a Tango et j'en passe. Et concrètement, ça veut dire que Elder Scrolls, la licence Elder Scrolls, donc Skyrim et voilà, Fallout, Doom, Wolfenstein, Dishonored, Prey, et puis évidemment tout ce qui va sortir, c'est-à-dire le futur Elder Scrolls 6, Starfield, et même des exclus temporaires PlayStation, comme Ghostwire Tokyo ou Deathloop, et tout ça, ce sont désormais des jeux Microsoft. Et voilà, et Microsoft, il a désormais 23 studios first party. Et donc c'est des jeux qui vont aller direct dans le Game Pass. Déjà que Electronic Arts allait intégrer le Game Pass, enfin en tout cas, certains des jeux Electronic Arts allaient intégrer le Game Pass, et du coup ça leur rendait encore plus attrayant que ce qu'il ne l'est déjà. Mais là, ça devient carrément chaud. Dans le cas d'Electronic
Arts, est-ce que c'était la totalité du catalogue qui était jouable comme ça? J'avais cru comprendre qu'il y avait plein de subtilités. Oui, mais on a vu dans le trailer, on a quand même vu les Sims, on a quand même vu les jeux de sport, on a quand même vu Star Wars, on a quand même vu du lourd, quoi. Tu vois, donc bon, même s'il y a pas tout Electronic Arts, il y a quand même beaucoup de choses. On a vu du Battlefield, bon. Donc il y avait quand même pas mal de trucs et ça alourdissait encore le Game Pass. Mais là, le Game Pass, il vient de s'alourdir des plus gros blockbusters de l'histoire. Tous les Doom. Tous les Elder Scrolls, je veux dire, en plus, c'est pas des jeux courts, quoi. Donc, tu prends le Game Pass, tu commences Elder Scrolls, bah, tu le gardes, le Game Pass, en fait, tu vois. Et ça, c'est quand même très, très bon. Enfin, c'est quand même extrêmement bien joué. Donc, le Game Pass commence à peser très lourd, et Sony, il a rien en face. Que ce soit à 13€ par mois ou carrément l'Access à 25 pour avoir la console avec, ben, tu as un buffet open bar qui devient vraiment très attrayant. Et bon, même comme comme c'est probable, hein, les jeux Zenimax continueront à sortir sur PlayStation et Switch. Parce que bon, ils l'ont confirmé. Oui, bah Microsoft va gagner de l'argent quand vous achèterez un jeu PS4. Donc c'est fou, hein. Bon, l'exclu, même temporaire, de certains jeux, c'est fini. Alors les exclus donc qui étaient prévus sur PS5 là, donc Ghost Coast Wire Tokyo par exemple, bon bah ça sera honoré. Après, ça sera au cas par cas. Bon, donc peut-être que oui, peut-être que non. Donc en gros, Microsoft tape sur Sony avec des valises de billets et lancer très fort, ça fait très mal une valise, hein, et puis c'est lourd le papier. Ouais, c'est sûr. Mais c'est probablement le coup que Microsoft peut faire puisqu'ils ont l'assise financière et qui est extrêmement cohérent avec le dispositif de jeu par abonnement. Bien joué, et je sais pas s'il y a possibilité de lutter par rapport à ça. J'arrive à me demander si ça peut pas poser des problèmes compte tenu des affrontements juridiques qui ont lieu en ce moment, mais à long terme, en tout cas, on verra. Donc tu as mentionné rapidement le fait que les Xbox seront bien des consoles à cartouches, à grosse cartouche. On va parler PlayStation aussi, inévitablement, Guillaume. Mais oui, côté Sony, on a eu un événement de PlayStation la semaine dernière qui a permis de valider les fuites concernant le prix et la disponibilité de leur console obèse. Donc le 19 novembre, si vous avez de la chance... Prix dans la guerre des consoles, quoi. Non, c'est objectif, elle est obèse. Je suis désolé, la PlayStation 5, elle est obèse. C'est la console la plus grosse de tous les temps. C'est vrai. Je sais pas comment ils sont démerdés, en fait. Mais bon. D'ailleurs, c'est même un vrai souci pour moi, mais bon. Voilà. Parlons-en 30 secondes. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux un design compliqué à mettre dans le salon ou une console qui fait du bruit? Peut-être vas-tu me dire que c'est pas parce qu'elle est grosse qu'elle fera pas de bruit. Alors, à ce taille-là, j'espère bien qu'elle fera pas de bruit. Parce que si en plus elle fait du bruit... Bon, c'est vrai. Bref. Donc elle sortira. Le design est quand même compliqué. Excuse-moi, le design, plus je regarde, plus je le trouve compliqué à intégrer dans un intérieur. D'une part parce que c'est gros, mais aussi parce que ce soit beau ou pas beau, à la limite, il y a un côté un peu subjectif. Même si honnêtement, celle qui a un lecteur Blu-ray sur le côté, en plus elle est difforme, elle est pas symétrique. Mais bon, c'est pas simple de l'intégrer dans un intérieur quand même. Non, mais après c'est le design, bon, c'est chacun de voir. Par contre, la taille, c'est objectif, quoi. C'est clair. Bon, ok. En tout cas, donc cette chose sort le 19 novembre, mais c'est vraiment si t'as de la chance, parce qu'en fait les précos c'est déjà fini, puis ça a été une horreur. Donc sinon c'est décembre, voire en 2021, voire tard en 2021. Bon, bref. En tout cas, tu pourras dépenser 500€ pour avoir la PlayStation 5, ou 400 pour avoir sa cousine mutilée, donc amputée de son lecteur Blu-ray. Je reviendrai pas sur la cacophonie donc de ces précommandes, et évidemment... des revendeurs vautours qui rebalancent leurs tickets pour 2000 balles sur eBay. Parce que bon, désormais, le problème de Sony, là, c'est quand même les jeux, quoi. Déjà, on a appris, subrepticement, que la console a pas tant d'exclus que ça, en fait. Sidéré, j'ai appris que le prochain Horizon serait aussi disponible sur PlayStation 4. Alors bon, tant mieux pour les possesseurs PS4, mais je sais pas comment ils vont faire rentrer le jeu qui a été évoqué dans la bande-annonce sur une PlayStation 4. J'ai hâte de voir ça, mais bon, il risque de nous faire une Outer World, honnêtement. Bon. Miles Morales et Sackboy Adventure sont aussi sur PlayStation 4, Demon's Souls et FF16 sont aussi sur PC. Alors en fait, je ne sais pas, parce que c'était marqué qu'ils étaient sur PC, Square a finalement dit que non, donc en gros ça va certainement être une exclue temporaire. Pour Demon's Souls, ce serait une erreur, carrément. Bon, bref, je sais pas trop. Godfall, ce sera aussi sur PC. Bon, finalement, il y aura moins d'exclus, il y a plus de cross-gen que prévu, et comme on a aussi appris que les jeux coûteront 10 balles de mieux cette génération, on commence à s'interroger sur le long terme quand même, parce que il va quand même falloir convaincre les gens d'acheter 80 balles en moyenne des titres qui sont jouables aussi souvent sur PC ou Xbox, alors que sur Xbox ils sont jouables pour 10 balles par mois, s'ils font partie du Game Pass. Honnêtement, non mais c'est vrai que, tu sais, t'as raison, honnêtement c'est presque déloyal. Microsoft a racheté ZeniMax en cash, 7 milliards en cash.
Comme tu te prends une nouvelle coque de portable, tu vois. C'est peut-être un petit peu plus réfléchi, encore que pour certains. Mais bon, qui sait combien ils ont négocié avec Electronic Arts, tu vois. Comment tu veux qu'une boîte normale, enfin presque normale, comme Sony, tu vois, en comparaison, lutte contre un monstre qui a des fonds qui sont virtuellement illimités. C'est 44 milliards de bénéfices nets en 2020, Microsoft. C'est 102 milliards de fonds propres. Je sais pas, enfin, si ça continue comme ça, on va acheter une PlayStation et des jeux PlayStation comme on va sur Patreon, tu vois, pour soutenir les jeux vidéo indépendants. Je rigole, mais pour l'instant. J'espère que vous avez plus de cœur à nous soutenir sur Tech Café qu'à acheter une PS4 dans l'absolu. Et ça vous coûtera beaucoup moins cher. On est prioritaire. Nous d'abord. Oui, et puis il y a un acteur quand même qui se fait balayer dans cette histoire définitivement, et on en avait parlé en dehors d'une émission d'ailleurs, Guillaume. Mais c'est Google Stadia. À quelle place il reste un Google Stadia dans cet environnement-là d'ailleurs? 0. Tu avais fait le tour de la PlayStation ou tu voulais repréciser quelque chose? Bon, on va plutôt parler de Facebook Connect 7. Et oui, puisque c'est pas l'Oculus Connect, c'était pas l'Oculus Connect la semaine dernière, c'était le Facebook Connect, nuance. Bon, c'est une nuance qui est importante pour moi, puisque vous l'avez déjà évoqué la semaine dernière, le Quest 2 est annoncé, il a même été testé d'ailleurs depuis. Et il demande un compte Facebook. Si ce simple fait ne vous a pas déjà refroidi, sachez qu'il n'y a pas que des améliorations quand même. Donc le prix qui est très contenu se fait sentir. Donc on a un écran plus fin quand même, et un meilleur processeur, plus de RAM, tout ça c'est super, mais du coup il y a des coupes qui ont été consenties au bord et aux entournures, quoi. Donc les lanières par exemple pour faire tenir le casque, elles sont pas dignes d'un sac à dos premier prix chez Decathlon, ça fout mal. L'autonomie est en baisse, malgré une précision du tracking. Moins bien que le Quest 1, et l'autonomie aussi d'ailleurs. L'autonomie, elle est un peu en baisse par rapport au Quest 1 et la précision du tracking aussi. Et donc en plus, il y a un problème avec les réglages interpupillaires qui sont très en retrait. Donc c'est un point qui est un problème plus ou moins grand selon les gens, ça par contre. Parce qu'il n'y a qu'un seul écran et le Quest donc a des lentilles qui peuvent bouger sur 3 positions seulement. Donc il y a un réglage logiciel après qui fait la correction finale. Donc si votre tronche n'est pas trop loin des 3 positions prédéfinies, ça peut aller. Sinon, c'est un déficit de confort vraiment important quand même. Si vous êtes vraiment entre deux, c'est pas génial. Bon, écoute, reste que 350 €, c'est inévitablement attractif, surtout pour un casque qui est autonome, capable de servir de casque PC avec une bonne résolution, 90 Hz. D'ailleurs, le Rift S, c'est mort. Terminé. Comme le Go, il est parti au cimetière des casques VR. Seule la ligne Quest demeure, que c'est un casque à tout faire. Et comme jeu, on a eu du beau monde, puisqu'il y a eu Star Wars, Tales from the Galaxy's Edge, on a eu du Assassin's Creed VR, on a eu du VR, donc, du Splinter Cell, du Medal of Honor, du Warhammer, du Jurassic Park et du Myst. Et oui, ça y est, le casse-tête sur CD-ROM préféré des quarantenaires est de retour en VR, ça y est. Tout un signe. Oui. Du coup, c'est à se demander si il vaut mieux pas trouver un Quest 1. Alors mis de côté la notion Facebook obligatoire qui arrivera aussi de toute façon sur le Quest 1 pour ceux qui s'inscrivent maintenant. Mais c'est à se demander s'il vaut pas mieux un Quest 1 d'occasion qu'un Quest 2 parce qu'il y a quand même des arguments en plus pour le 1 paradoxalement. Il y a un truc moi sur les annonces de jeux, je suis toujours pas au clair de pourquoi, et si jamais tu peux m'éclairer ou si jamais les gens qui nous écoutent peuvent m'éclairer à ce sujet, mais pourquoi est-ce qu'il y a énormément de jeux dans ces technos-là qui ne permettent pas de se déplacer librement? Je reprends même Half-Life Alyx, a priori, qui permet pas de se déplacer librement, qui permet juste de faire des sauts comme ça avec des espèces de petits rebonds ridicules qui nuisent à l'immersion de manière assez incroyable. Je sais pas si tu as une explication pour ça, et si jamais tu as vu que les jeux évoluent. Tu voudrais quoi? Je voudrais que ça avance comme quand tu joues à Half-Life classique et que tu vois ton personnage avancer. Avec une manette? Oui, non, avec le petit stick de ton. Oui, bien sûr, mais je veux dire que ça avance comme dans un jeu vidéo normal, quoi. Oui, tout à fait. Oui, pas forcément que toi, quand tu déplaces, ça se déplace. Ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui offrent les 2 modes de déplacement, mais en réalité, le problème principal, c'est que le déplacement standard à la manette, comme on voit d'habitude sur un écran de télé, ça fout la gerbe. Ça fout beaucoup plus facilement la gerbe, en fait, que la téléportation. La téléportation, en fait, tu passes de position fixe à position fixe, et donc, il n'y a pas de différentiel entre ton orientation interne et tes yeux. Mais qu'on laisse l'option, quoi. Alors, qu'on laisse l'option, ça, je suis parfaitement d'accord. Après, c'est pour ça que la plupart des jeux optent pour la téléportation. Sur PSVR, il y a souvent les 2 options, en fait, qui sont proposées. D'accord, ok. Moi, ce que j'ai testé sur le Quest, il y a toujours que le téléportation, et je trouve ça insupportable, mais j'ai peut-être pas testé bon jeu. On m'a envoyé un message sur la réalité virtuelle, les jeux sur réalité virtuelle. Il faudra qu'on en reparle, Guillaume. Il y a plein de questions intéressantes qui sont abordées. Tu nous fais un petit aperçu, quand même, du bureau du futur?
Oui, pas que le jeu dans le Quest, hein. Facebook a aussi fait la démo d'Infinity Office avec ou sans pass-through. Donc pass-through, c'est-à-dire que tu vois la réalité normale ou pas. Tu la vois à travers les yeux des caméras de positionnement, donc en fait elle est en noir et blanc, mais enfin tu la vois quand même. Et donc tu as des écrans virtuels, hein, et tu continues à taper sur un clavier réel par contre. Donc tu utilises des gestes pour te balader des gestes pour interagir avec les écrans, avec le clavier, avec les trucs que tu peux mettre, les widgets que tu peux mettre un petit peu partout. Tout est virtuel. Évidemment, hein, tu utilises tes gestes. Alors, c'est une tarte à la crème, mais bon, c'est vraiment Minority Report dans ton salon, hein, tout simplement. Ou dans ta chambre, ou aux chiottes, où tu veux. Et donc, le clavier, par contre, il est spécial. Hein, c'est un Logitech K830 qui, donc, apparaît en VR, en 3D, et qui est synchronisé avec le clavier réel. Donc, quand tu touches le clavier réel, mais tu as un overlay 3D, en fait, intégré à la réalité virtuelle pour le voir distinctement, parce qu'en fait, la précision des caméras, elle n'est pas suffisante pour que ce soit vraiment agréable. Donc, il faut que l'objet réel soit intégré virtuellement dans l'espace mixte, dans l'espace mixte, si tu veux. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, et c'est vrai que ça a l'air d'être une tendance, hein, puisque les traders chez UBS Londres vont avoir le plaisir de recevoir un HoloLens 2 pour être précis, pour leur Minority Report du pognon à eux, hein, chez eux, en télétravail. Voilà, donc le Covid, accélérateur de la réalité augmentée, comme on a dit, je sais pas, enfin, en tout cas, vous pourrez vraisemblablement tester Infinity Office sur Quest 2 cet hiver en expérimentation, en version expérimentale. On souhaiterait presque avoir un nouveau Covid, mais je dis bien presque. Guillaume, on va aller très très vite dans les news en vrac. Le premier. Non, mais parce qu'il y en a peut-être un autre qui va arriver en plus, va savoir. On va passer très vite aux news en vrac. On va aller survoler le tube du futur pour des serveurs sous-marins. Oui, en 2014, Microsoft a commencé à y réfléchir, et en 2018, ils se sont jetés à l'eau avec un serveur immergé. Donc un serveur, c'est quoi? C'est une sorte de gros tube, effectivement, dans lequel ils mettent des serveurs, donc, c'est-à-dire des machines, hein, 864 serveurs, hein, pour être précis, dans un conteneur qui donc est resté 2 ans au large, enfin pas très loin, mais au large au large des côtes, quoi. Et en fait, c'est un test, évidemment, et ça s'est révélé extrêmement positif, en tout cas du point de vue de Microsoft, puisque en fait, c'est beaucoup plus fiable. Ils ont rencontré un taux d'échec 8 fois moins important que ce qui est enregistré par terre. Et on ne sait pas exactement pourquoi. Probablement l'air ambiant dans la capsule, puisqu'en fait il y avait que de l'azote, donc c'est pas du tout corrosif. Alors évidemment il y a de l'oxygène pour nous, pauvres tas de viande, et justement les allées et venues de ces mêmes tas de viande peuvent peut-être heurter le matériel ou faire des conneries, et donc ça fait baisser globalement les humains sont assez nocifs aux machines, hein, on le savait déjà, et donc bon, le bilan est très positif, en tout cas pour Microsoft, hein, qui en plus économise, ça économise du fric, puisque c'est refroidi de manière complètement naturelle. Bon, évidemment, la question qui se pose immédiatement, c'est est-ce que si on mettait tous nos data centers dans l'eau, est-ce que ça chaufferait pas un petit peu les océans, au moins localement, et est-ce que ça foutrait pas un petit peu la merde dans la faune et la flore? J'ai envie de dire probablement que si. Écoute, c'est une question qui est complexe, parce qu'en fait, ce qu'on a vu là, c'est que la végétation marine n'a pas, il n'y a pas eu de problème, enfin disons, il n'y a pas eu de végétation sur le serveur, mais bon voilà, il n'y a pas eu de problème particulier autour. Bon après c'est un truc, et la question c'est qu'est-ce qui se passerait s'il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. C'est compliqué, c'est très compliqué, parce que d'un côté ça économise de l'énergie, hein, parce que tu peux imaginer qu'il y ait une petite plateforme comme ça avec des panneaux solaires qui alimentent des data centers qui sont au-dessous, qui sont refroidis par l'eau ambiante, donc qui n'ont pas besoin qui ont besoin de rien, qui n'ont pas besoin d'air conditionné, qui n'ont pas besoin de refroidissement, donc c'est quand même c'est quand même beaucoup de trucs qui économisés, et en plus, si effectivement c'est 8 fois plus fiable, tu as besoin de changer beaucoup moins de pièces, donc ça fait beaucoup moins de matériel à changer et à jeter. Donc, est-ce que ça contrebalance le fait que l'empreinte carbone de ces trucs-là, est-ce que ça contrebalance suffisamment le fait que, effectivement, ça chauffe l'eau, hein, manifestement, hein. Je ne sais pas, en réalité, c'est assez complexe, il faudrait probablement faire des gros calculs. Bon, on les fera pas dans un épisode de Tech Café. Par contre, on va peut-être conclure en parlant des téléphones pliants, le Fold 2 en l'occurrence, le Duo, et surtout aussi le FlexPai 2. Faut pas qu'on oublie le FlexPai, Guillaume. Bah oui, écoute, les téléphones du futur sont là, on est obligé d'en parler un petit peu, même si c'est pas trop. Donc le Fold 2 déjà, et puis la Microsoft Duo, et bientôt, mais pas tout de suite, le FlexPai 2, tout ça se raffine, hein, on va dire. Le Fold 2, il est meilleur que son prédécesseur, hein.
Donc il a un écran plus grand à l'extérieur, il a plus d'encoche, il a une charnière meilleure, il a un revêtement d'écran qui a été revu aussi. Et bon, en fait, il est cool, mais il coûte 2000 balles. Et voilà, ça fait beaucoup, 2000 balles. Le FlexPy 2 de Royal, d'ailleurs, qui a été montré récemment, semble beaucoup plus abouti aussi que le premier. Hein. En fait, il a l'air d'avoir plus d'espace entre les deux moitiés une fois qu'il est plié. Il semble mieux fini, même au niveau logiciel, mais c'est quand même 1500 balles. Comme la Microsoft Duo, qui elle aussi est finalement sortie, et qui n'a pas totalement convaincu des masses la presse. Pas vraiment. Il faut dire qu'à ce prix-là, on peut être exigeant et qu'avoir plein de bugs et une caméra minable, ça la fout mal. Voilà, alors, cela dit, le concept est unanimement salué comme intéressant. Ouais. Donc, en gros, une Microsoft Duo moins chère et moins buggée, ça pourrait vraiment être le futur, ça pourrait vraiment être très cool. Bon, en attendant, tu as le LG Wing. Le LG Wing n'a pas encore de prix, mais il a déjà ses fans. Hein. The Verge a beaucoup aimé la pré-version qu'ils ont testée. Tu verras que LG finira par avoir du succès avec ses téléphones multi-écrans. C'est tout le mal que je leur souhaite après toutes leurs propositions improbables. Écoute, merci beaucoup. On fera la revue du futur de LG une autre fois. En attendant, Guillaume, on peut remercier déjà nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode et surtout d'écouter tous les épisodes de Tech Café semaine après semaine. Merci évidemment beaucoup pour tous vos retours que vous pouvez faire en commentaire sur techcafé.fr en nous mentionnant sur Twitter @techcafé podcast @techcafépodcast. Guillaume, il est grand temps de pouvoir nous dire où est-ce qu'on peut te rejoindre sur Internet. Mais vous pouvez me retrouver sur Tech Café ou peut-être dans d'autres podcasts aussi, va savoir, peut-être des hors-séries Tech Café ou enfin disons des chroniques de composants pour ne pas les nommer. Et peut-être aussi sur un autre podcast qui monte, on l'espère. Un podcast qui monte à l'écouter Paraculte avec notamment un dernier épisode, je pense captivant, sur les jeux de rôle sur table et une pointe de nostalgie avec Baldur's Gate. Allez écouter ça rapidement. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et dès la semaine prochaine dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.